Bonjour chers étudiants du chapitre 2, la gestion budgétaire, dans lequel on va présenter la gestion budgétaire comme étant une technique de gestion réalisée à partir d'une prévision objective des conditions internes et externes d'exploitation. La gestion budgétaire permet à l'entreprise de fixer pour une période définie un objectif ainsi que les moyens nécessaires pour l'atteindre. Donc, la gestion budgétaire qui constitue un outil fondamental pour le contrôle de gestion. La mise en place de la gestion budgétaire s'inscrit dans le cadre de la démarche suivante. Il n'est pas isolé, il s'appuie sur un diagnostic à travers l'analyse de l'environnement, les forces et les faiblesses de l'entreprise pour déduire les objectifs généraux, ce qui permet à l'entreprise de fixer un plan stratégique à partir duquel il détermine et évalue les stratégies possibles et choisit la stratégie préférée. Ce qui lui permettra par la suite de définir un plan opérationnel à travers la programmation de la stratégie préférée, la coordination des actions à mener, l'évaluation des moyens, chiffrage des résultats prévisionnels. Et à ce niveau-là, on détermine les budgets à travers la détermination de la mission, l'affectation des ressources, les responsabilités de l'exécution. Et enfin, et comme toute démarche stratégique, il y a une étape de contrôle à travers l'analyse des écarts et les mesures correctives et contrôle des hypothèses de la pertinence des méthodes. Donc, comme vous le constatez, la gestion budgétaire, elle est l'expression de la stratégie de l'entreprise détaillée à travers son plan opérationnel. Première section, on va préciser les fondements de la démarche budgétaire. Autrement dit, sur quoi elle est basée la gestion budgétaire. On va préciser tout d'abord les conditions internes et externes. Comme premier point, les conditions externes. Donc, avant de mettre en place la gestion budgétaire, il faut tenir en considération le marché, la conjoncture, les choix politiques, les possibilités d'approvisionnement en matières premières, et ainsi de suite. Donc, des conditions qui sont à l'extérieur de l'entreprise qui permettra de formuler les hypothèses sur la base desquelles il va déterminer sa gestion budgétaire. En plus de cela, il y a les conditions internes. Donc, à travers la qualité et la qualification du personnel, les capacités productives de l'entreprise, etc. Donc, c'est l'ensemble des conditions qui interagissent à l'intérieur de l'entreprise qu'il faut tenir en considération pour élaborer sa gestion budgétaire. Deuxième paragraphe, on va parler de l'objectif. Quand on parle de l'objectif, on veut dire le but à atteindre. Exemple, on veut accroître le chiffre d'affaires de X%, de 10%, de 5%, de 20% par exemple, et cet objectif, normalement, doit être échéancé, accroître le chiffre d'affaires de X% d'ici un an, et les moyens doivent être définis. Et à ce niveau, la notion objectif, dans laquelle but et moyen forment un couple inséparable. C'est-à-dire, on ne peut pas fixer un objectif qui dépasse nos moyens ou qui est largement en deçà de nos moyens. Donc, l'objectif, il doit être en mesure des moyens disponibles pour l'entreprise. La période. Comme troisième paragraphe. En principe, la prévision budgétaire couvre une période d'un an. Ici, la question qui se pose, j'établis un budget sur combien de temps? On a dit que l'objectif doit être échéancé, et l'objectif dans la gestion budgétaire, elle est répartie sur une année. Donc, cette prévision à un an s'inscrit évidemment dans une prévision à long terme, 5 ans par exemple, qui traduit la politique et la stratégie de l'entreprise. Donc, quand on dit la stratégie qui va être établie sur une période d'un an, en principe, cette période d'une année n'est pas isolée et n'est pas séparée de la prévision qui est à long terme, qui va de 5 ans et plus, tout en respectant la démarche de la planification stratégique que nous avons déjà établie. Le budget concernant l'année à venir est indispensable qu'il soit terminé avant le début de l'année. Le temps ne doit pas ni être trop court, ni être trop lent. Si le plan est trop lent, le temps manque pour un réel travail de réflexion. S'il est trop lent,
il y a risque de désintérêt auprès des acteurs et des agents qui existent au sein de l'entreprise. Donc, la fixation de la période, elle est importante et si elle est dans le budget fixé à 1 an, il faut tenir en considération que cette durée doit être étalée sur plusieurs années et doit être l'expression de la planification stratégique et des plans opérationnels qui sont déjà établis par l'entreprise. En général, pour les entreprises marocaines, le travail budgétaire commence début septembre pour être complètement terminé vers mi-décembre. Donc, il faut tenir en considération que à la fin de l'année, normalement de 2020, on doit être sûr et certain d'établir les budgets qui vont couvrir l'année 2021. Donc ça, c'est la démarche. On procède par l'année civile. Quelques exceptions peuvent être tolérées selon la nature de l'activité de l'entreprise. Le 4e paragraphe va traiter le rapprochement. Qu'est-ce qu'on veut dire par le rapprochement? Chaque mois, lors de l'exécution des budgets, l'entreprise va comparer les résultats prévus, qui sont déterminés dans le budget de l'entreprise, avec les résultats réels. De cette comparaison, il en résulte, oui ou non, une déviation qu'on appelle un écart. En général, il y aura toujours des écarts. Le plus important, c'est d'analyser ces écarts-là en termes si l'écart est significatif ou il n'est pas significatif. Après avoir déterminé l'écart, et si l'écart est significatif, on doit le justifier, l'expliquer, le tenir en considération. Et là, on peut se poser la question, est-ce que la planification stratégique va être affectée par cet écart-là? Est-ce que les budgets doivent être revus? Est-ce que c'est dû à un événement exceptionnel? Est-ce que c'est dû à un manque de prévision, etc. Le rapprochement des données prévues et des données réelles, ainsi que l'analyse des écarts qui en résultent, constitue ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Il y a 2 phases donc dans la gestion budgétaire à ce niveau-là. Il y a la phase d'élaboration des budgets et la phase du contrôle budgétaire. Donc 2 phases, l'une qui complète l'autre et qui sont indispensables pour la démarche budgétaire. Donc, ainsi s'achève notre première section qui était pour traiter les fondements de base de la gestion budgétaire. Maintenant, on va traiter l'élaboration des budgets et comment on va monter ces budgets. Le premier budget qu'on va présenter et qu'on va essayer d'analyser et voir sa démarche de réalisation, c'est le budget des ventes. L'objectif pour nous, dans l'objectif des ventes, est de chiffrer en volume et en valeur ou en volume et en valeur l'activité prévisionnelle des services commerciaux afin d'estimer les ressources potentielles tirées de la vente, les dépenses liées à la mise en place sur le marché des biens et des services vendus par l'entreprise. Les outils mathématiques et les statistiques permettent à l'entreprise de prévoir l'évolution de ses ventes à court terme. Donc à ce niveau-là, le budget des ventes est une expression chiffrée de l'ensemble des ressources et des dépenses qui sont liées à la commercialisation des produits de l'entreprise. Pour ce faire, on a recours à des outils mathématiques et statistiques qui nous permettent d'évaluer ou de prévoir ces ressources et ces dépenses budgétaires. Donc pour ce faire, on va utiliser la méthode d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. Cette méthode statistique consiste à déterminer la droite significative de la tendance des ventes sur la période d'observation et son équation. L'équation de cette droite est de la forme y est égale à x plus b. Donc il faut noter ici que pour prévoir les ventes, il y a plusieurs outils statistiques. Donc nous allons sélectionner quelques outils qui sont praticables et qui sont simples et qui nous permettront d'appliquer au niveau des calculs manuels et qui nous permettront d'évaluer et de prévoir les ventes. Donc la première méthode qui est de l'ajustement linéaire, dans laquelle on va supposer que l'évolution des ventes suit une tendance linéaire sous forme d'une équation qui est posée sous la forme de y est égal à x plus b,
dans laquelle Y représente la valeur du phénomène étudié, c'est-à-dire le chiffre d'affaires ou bien la quantité vendue, etc. X, il va être, c'est l'ordre des années, période retenue ou bien des trimestres ou bien des mois, c'est l'évolution temporaire. Et A, le coefficient directeur de la droite qui mesure l'accroissement moyen du phénomène des ventes. Le paramètre A, il est calculé en posant la formule suivante, la formule simplifiée, sigma xi yi moins n x bar, c'est-à-dire la moyenne multipliée par y bar, le tout est divisé par sigma x carré moins n x bar au carré. Donc ça, c'est la pente, c'est l'expression de la pente de cette droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. B, dans l'équation, représente la valeur du phénomène à la période précédant la première observation. Comment on la détermine? Elle est calculée à travers l'équation B est égal y bar moins ax bar. Pour exercer et pour mettre en évidence cette équation, on va solliciter et illustrer par une application dans laquelle une entreprise ABC a mis à votre disposition l'évolution de chiffre d'affaires durant les 5 dernières années. Les chiffres qui sont donnés ici sont exprimés en millions de dirhams. La période est étalée de 2015 jusqu'à 2019 et on vous demande d'utiliser l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires afin de déterminer le chiffre d'affaires prévu dans l'année 2020. Donc le chiffre d'affaires en 2015 est de 1800, en 2016 est de 2000, en 2017 est de 2300, 2018 c'est 2700 et en 2019 elle est de 3200. Donc quand vous constatez, on a sollicité les chiffres d'affaires des années précédentes et à travers leur évolution, on cherche à prévoir combien on va réaliser en termes de chiffre d'affaires dans l'année à venir qui est l'année 2020 pour cette application. Donc, comment nous allons procéder? On va solliciter, comme nous avons dit, la méthode des moindres carrés ordinaires en utilisant l'ajustement linéaire à travers la détermination de l'équation de la droite de cet ajustement. Le corrigé de l'application, il se présente ainsi. L'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires est de la forme, comme on l'a déjà précisé, y est égal à ax plus b, avec a, c'est des sigma xi yi moins n x bar, donc il faut noter ici c'est n x bar y bar, divisé par sigma xi au carré moins n, donc il faut la noter par la suite, x bar au carré, et B est déterminé à travers y bar moins ax bar. Donc, pour chiffrer ces calculs, comme vous constatez, nous présentons un tableau sur lequel on va calculer les différentes composantes de notre formule. Dans la première colonne, on va mettre l'ordre des années. Et là, quelles que soient les années, on met pas les années, on met l'ordre de l'année. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Où la première année, elle représente l'année 2015 et la dernière année, elle représente l'année 2019. YI, c'est le chiffre d'affaires. Donc, c'est la variable que nous cherchons à expliquer. Alors, XI fois YI, il va nous donner son chiffre. Donc, on va la présenter de cette façon. Avant cela, on calcule le total de chaque variable. Le total de XI, c'est-à-dire ça, 15 représente sigma XI et 12 000 représente le sigma YI. Par la suite, on calcule XI fois YI. Donc, 1 fois 1800 est égal à 1800. De la même façon, 2 fois 2000 est égal à 4000, 3 fois 2300 est égal à 6900 et 4 fois 2700 est égal à 10 800. Et enfin, 5 fois 3200 est égal à 16 000. Il faut faire attention, on ne multiplie pas les totales 15 par 12 000. Par contre, on fait la somme de
xi fois yi qui va nous donner une valeur de 39 500. Et ce 39 500, il représente le sigma xi yi. Il nous reste maintenant à calculer xi au carré, c'est-à-dire 1 au carré est égal à 1, 2 au carré est égal à 4, 3 au carré est égal à 9, 4 au carré est égal à 16, et enfin 5 au carré est égal à 15. Et comme on a fait pour xi, yi, on ne fait pas 15 au carré, mais on fait la somme des valeurs que nous avons calculées. Faites attention, ce n'est pas la même chose. Donc, cette somme va nous donner une valeur qui est égale à 55. Il reste maintenant à mettre en calcul les éléments de notre formule. X bar, nous avons dit que c'est égal à sigma xi divisé par n, où n c'est le nombre des observations. Ce qui va nous donner sigma xi est égal à 15, divisé par n qui est le nombre des observations, qui est égal à 5. Donc 15 divisé par 5, ça va nous donner une valeur qui est égale à 3. De la même façon, on procède à calculer y bar, qui n'est rien d'autre que sigma yi divisé par n, où sigma yi est égal à 12 000 et n est égal à 5. 12 000 divisé par 5 est égal à 2400. On pose les éléments de notre formule. A est égal à sigma xi yi. On a dit sigma xi yi, il est représenté par 39 500, moins n, c'est-à-dire le nombre des observations qui est égal à 5, multiplié par x bar qui est égal à 3, et multiplié par y bar qui est égal à 2400. Je divise par sigma xi au carré qui est égal à 55, moins n qui est égal à 5, multiplié par x bar au carré qui est 3 au carré, ce qui va nous donner un total qui est égal à 350. Donc 350, c'est la valeur de A, la pente de la droite d'ajustement linéaire. Il nous reste maintenant à déterminer le petit b dans l'équation qui est formulée de la façon suivante, y bar moins ax bar, qui est égal à 2400 moins 350 multiplié par 3 et qui est égal à 1350. En posant notre équation de la droite d'ajustement linéaire, nous allons y avoir la droite sous la forme suivante, 350x plus 1350, ce qui nous permettra de déterminer le chiffre d'affaires prévu en 2020 qui est égal à 350 multiplié par 6 plus 1350 qui nous donne le résultat de 3450. Le chiffre, il est exprimé en millions de dirhams et c'est le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année. L'objectif à la première étape, c'est de savoir le chiffre d'affaires sur l'année. Par la suite, on peut le répartir sur les mois, sur les trimestres, soit en supposant que la vente ou bien la commercialisation a été régulière sur l'année, on divise par 12, ce qui est rare, ce qui est quasi réel, ou on suppose en prenant ce qu'on appelle des coefficients saisonniers, qu'on va les multiplier par ce chiffre d'affaires annuel et qui va nous donner par la suite le chiffre d'affaires pour chaque mois ou pour chaque trimestre. Cette méthode, elle est basique, elle peut être développée à travers l'utilisation des techniques liées aux séries chronologiques. Sur la base de cette méthode-là, on peut se développer autour des séries chronologiques. La série chronologique est une série statistique qui relate l'évolution d'une variable économique en fonction du temps. Ça, c'est la définition de base de la série chronologique. On l'utilise fréquemment au niveau des prévisions des ventes. C'est très utilisé au niveau des prévisions des ventes, sachant que on suppose, et ça l'hypothèse fondamentale, c'est que l'évolution, là, c'est une évolution linéaire. Maintenant, pour s'assurer est-ce que l'hypothèse elle est bonne ou elle n'est pas bonne, donc on peut tester le coefficient de corrélation par la suite linéaire, que s'il est fort, il va appuyer notre hypothèse de prévision en sollicitant la méthode linéaire.
L'examen d'une série chronologique des ventes portant sur une période de temps suffisamment longue permet de dégager plusieurs types d'explications de ces fluctuations. C'est-à-dire, plus on prend le nombre des années important, ou le nombre des mois, ou le nombre des périodes, il est important. Certes, au niveau des calculs, c'est compliqué à la main, etc. Maintenant, il y a des outils statistiques et des logiciels qui permettent le calcul de façon beaucoup plus simplifiée. Certes, ça, c'est compliqué parce qu'on calcule manuellement, mais ça donne plus de résultats plus pertinents en termes de calcul. Donc, parmi lesquels on distingue en général 4 composants: la tendance générale ou le trend, le mouvement cyclique lié aux successions des phases des cycles économiques ou des conjonctures, les variations accidentelles de faible amplitude et les variations saisonnières liées aux fluctuations périodiques. Ces fluctuations obligent au calcul des coefficients saisonniers, ce qu'on vient de noter auparavant, afin de les éliminer ou de les tenir en considération. La désaisonnalisation d'une chronique ou bien d'une série chronologique est un préalable nécessaire à la prévision de tout phénomène soumis à des fluctuations saisonnières. La méthode la plus utilisée pour cela est celle du rapport ou du trend, c'est ce que nous allons voir par la suite. Cette méthode du rapport ou du trend consiste à mettre en évidence des coefficients saisonniers afin de corriger les valeurs ajustées sur la droite de tendance. On procède pour réaliser ces séries chronologiques par 5 étapes fondamentales et essentielles. La première étape consiste à la recherche de la tendance générale ou le trend des ventes par la méthode d'ajustement linéaire que nous avons sollicitée dans l'application précédente, et on détermine pour cela l'équation de la droite par la méthode des moindres carrés. Y est égal à AX plus B. Deuxième étape, on calcule les valeurs ajustées Y, I', grâce à l'équation précédente du trend, en remplaçant toutes les observations des périodes passées Y par leur valeur Y'. Troisième étape, on détermine pour chaque observation I les rapports YI divisé par YI'. Pour chaque période, là on parle de la période mois ou trimestre, le rapport moyen des observations sera considéré comme étant le coefficient saisonnier CSI à prendre en considération. Comme quatrième étape, on détermine les ventes ajustées prévisionnelles à l'aide de la droite du trend Y' est égal à AX plus B. Et en dernier lieu, comme cinquième étape, on saisonnalise les ventes ajustées prévisionnelles par les coefficients saisonniers correspondants afin de déterminer les ventes futures. YI est égal à YI' multiplié par le coefficient saisonnier de chaque période. Comme vous constatez, il y a 5 étapes. La méthode est basée sur l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc l'application est présentée ainsi. Une entreprise ABC a pour activité la production et la commercialisation des articles de sport. Il vous présente la série chronologique de ses ventes passées en milliers de dirhams. Donc on vous présente pour chaque trimestre la valeur des ventes plutôt pour chaque trimestre pendant les 2 années 2019 et 2020. On peut prendre plusieurs années, 3 à 4 années, mais pour simplifier les calculs, nous sommes contentés de 2 années, 2019 et 2020. Donc nous avons l'évolution du chiffre d'affaires pendant les 2 années, répartis en trimestres. L'objectif, comme je viens de dire, de savoir combien l'entreprise va réaliser en chiffre d'affaires en premier trimestre, deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre de l'année 2021. On va procéder par les étapes que nous avons déjà détaillées. Donc on va prendre étape par étape et on va l'illustrer par les calculs en se basant sur notre application. Dans la première étape, on recherche la tendance générale ou le trend des ventes par ajustement linéaire, dans lequel on détermine pour cela la droite des moindres carrés Y est égal à X plus B.
Le tableau des calculs, comme nous l'avons présenté auparavant dans la première application, dans les XI, c'est l'ordre du temps. Ici, c'est l'ordre des trimestres. Il faut faire attention. Donc, le 1, c'est le premier trimestre de 2019. Le 2, c'est le deuxième trimestre de la même année. Le 5, c'est le premier trimestre de l'année 2020. Et ainsi de suite. Le chiffre d'affaires, il est réparti de la façon suivante, 2200 jusqu'à la fin de la dernière année, également à 2200. Donc, pour procéder, on calcule les éléments de notre formule, à savoir YI fois XI et XI au carré. Donc, les calculs se présentent ainsi. Donc, 2200 multiplié par 1 est égal à 2200. 2600 fois 2 est égal à 5200. Et ainsi de suite jusqu'à 2200 multiplié par 8. La dernière observation est égale à 17 600. Les XI au carré se présentent de la manière suivante. 1 au carré, 1, 2 au carré, c'est 4, et jusqu'à 8 au carré qui est égal à 64. On fait la somme de XI, ça nous donne 36. La somme de YI, ça nous donne 21 000. Et on fait la somme de XI, YI qui est égale à 95 400. Donc, ce n'est pas égal à 36 fois 21 000, c'est la somme des valeurs de XI multipliées par YI. De la même façon, la somme de XI au carré est égale à 204. On calcule la moyenne de X qui est appelée X bar. C'est sigma XI divisé par N qui est égal à 36 divisé par 8 qui est égal à 4,5. De la même façon, Y bar, on pose les éléments de notre calcul. 21 000 sur 8 est égal à 2625. Maintenant que nous avons calculé les moyennes des deux variables, on calcule le paramètre A qui est la pente de la droite d'ajustement linéaire par sa formule. Il va nous donner environ 21,43. Et pour achever cette équation de la droite d'ajustement linéaire, le B, paramètre B, donc, est égal à 2528,57. Posant l'ensemble des paramètres. Donc ainsi, notre équation de la droite d'ajustement linéaire se présente de la façon suivante. Y est égal à 21,43x plus 2528,57. C'est l'équation de la droite d'ajustement linéaire que nous allons retenir dans notre première étape. Dans la deuxième étape, on calcule les valeurs ajustées Y' qui ne sont rien d'autre que l'application de la formule d'ajustement linéaire grâce à l'équation précédente du trend en remplaçant toutes les observations des périodes passées Y par leur valeur Y'. Donc ainsi, en prenant X est égal à 1, X est égal à 2, 3, etc. La première observation qui est Y est égale à 21,43 multiplié par X, ici représenté par 1, parce que c'est lié à la première, plus 2528,57. Et de la même façon, on remplace 2 dans l'équation, on retrouve 2571,4, on remplace 3, 4, 5, 7, jusqu'à la dernière observation 8, ça va nous donner 2700 dans la dernière observation. Je les classe au niveau de mon tableau selon les années et les trimestres. Et comme vous constatez, là, l'observation 1, c'est 2550 et correspond au premier trimestre de l'année 2019. 2571, elle correspond à la deuxième observation qui est le deuxième trimestre de l'année 2019. Et de la même façon, 2700, elle correspond au quatrième trimestre de l'année 2020, représenté dans le premier tableau comme étant la 8e observation. Dans la troisième étape, on détermine pour chaque observation I les rapports YI divisé par YI' pour chaque période, qu'il s'agit d'un mois ou d'un trimestre. Le rapport moyen des observations, on va le considérer comme étant le coefficient saisonnier qui doit être pris en considération. Comment on va illustrer cette étape-là? Voilà.
on prend, comme on vient de dire, I, qui est l'observation dans le tableau de l'application pour chaque trimestre. Donc, la première est égale à 2200 et Y' que nous allons calculer, et la première est égale à 2550 dans le dernier tableau qu'on vient de présenter au niveau de la deuxième étape. De la même façon, vous allez considérer pour l'année 2019, premier trimestre, voilà le détail de son calcul, et de la même façon pour le deuxième trimestre, de la troisième, du quatrième jusqu'à la fin du dernier trimestre. Ça, c'est pour l'année 2019 et pas l'année 2020. Maintenant, comment on a calculé le coefficient saisonnier? On a calculé, comme vous allez le voir, c'est le rapport moyen, c'est-à-dire tout simplement 0,8627 du premier trimestre divisé par 0,8726 du premier trimestre de l'année 2020. Le tout est divisé par 2 pour nous donner le rapport moyen. Et on retient le coefficient saisonnier qui est 0,87, 2 chiffres après la virgule. Pour le deuxième trimestre, on a procédé de la même façon et par conséquent, nous avons trouvé un coefficient saisonnier qui est égal à 1,26 et 1,12 pour le troisième trimestre et enfin 0,75 pour le dernier trimestre. Voilà les coefficients saisonniers que nous allons retenir pour les appliquer dans l'étape suivante, la dernière étape. Dans la quatrième étape, l'avant-dernière, on détermine les ventes ajustées prévisionnelles à l'aide de la droite Y' est égal à X plus B. Nous avons déjà calculé pour les 8 premières observations, passé pour l'année 2021. L'ordre du trimestre, le premier trimestre, c'est le 9e ordre, 10e ordre pour le deuxième, 11e et 12e pour le dernier trimestre. Ça concerne ce qui est marqué en rouge ici, c'est les prévisions de 2021. On n'a fait que remplacer X par sa valeur au niveau de l'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, on retient une prévision ajustée et non encore pris en considération l'effet saisonnier de 2721,4 pour le premier trimestre 2021 et 2742,9 pour le deuxième trimestre, de 2764,3 pour le troisième trimestre et 2785,7 pour le dernier trimestre. Donc, on a fait quoi? On a juste remplacé les prévisions que nous avons dans la quatrième étape au niveau du tableau pour énoncer la cinquième étape dans laquelle on va saisonnaliser les ventes ajustées prévisionnelles par les coefficients saisonniers. Donc, comment on a procédé? On a pris les ventes ajustées en 2021 et on l'a multiplié par le coefficient saisonnier. Donc, ça va nous donner 2721,4 multiplié par 0,87, ce qui va nous donner 2367,618 et ainsi de suite jusqu'à le quatrième trimestre dans lequel nous prévoyons un chiffre d'affaires de 2089,275. Voilà les prévisions que nous avons retenues pour le chiffre d'affaires réalisé pendant l'année 2021 pour notre application. Comme on a constaté, comme vous venez de le voir, nous avons illustré les 5 étapes, à commencer par les observations des chiffres d'affaires des périodes précédentes jusqu'à la prévision des ventes pour le futur ou pour l'année à venir. Donc, nous avons posé une remarque technique par rapport à la méthode que nous avons utilisée. Malgré l'utilité de cette méthode, donc c'est une méthode très utile, simplifiée et qui nous permettra de déterminer des prévisions de façon pertinente, mais il y a des limites qu'il faut tenir en considération ou qu'il faut prendre en considération au niveau de l'élaboration de cette méthode, en rappelant qu'il ne s'agit pas de la seule méthode unique à partir de laquelle on fait des prévisions. Il y a bien évidemment plusieurs méthodes qui sont utilisées. Donc, l'équation de notre méthode n'indique qu'une tendance moyenne qui pose comme hypothèse que l'évolution passée se reproduira à l'identique. C'est-à-dire, c'est de la même façon que l'évolution du chiffre d'affaires s'était
réalisé dans les années précédentes, il va se réaliser dans les années à venir, sans tenir en considération des ajustements conjoncturels, des effets externes qui peuvent influencer les ventes, et également les conditions internes, les moyens, etc., qui peuvent être supposés et ajoutés pour compléter la prévision. Nous allons voir ça dans certains exercices d'application. D'autre part, cette méthode n'est applicable que si le phénomène est réellement linéaire. C'est pour cela, si vous en rappelez, nous avons posé que cette méthode elle est pertinente et adaptée lorsque le coefficient de corrélation linéaire elle est élevé. Du fait, si l'évolution n'a pas une tendance linéaire, exponentielle ou autre, ou logarithmique, etc., donc la méthode n'est plus une méthode pertinente. Le budget des ventes, et ça c'est une remarque fondamentale, doit être arrêté avec beaucoup de précaution car de lui dépendra les autres budgets. Donc le budget des ventes doit tenir en considération l'évolution historique de la méthode technique statistique, des conditions externes et des conditions internes comme nous les avons déjà présentées au niveau des fondements de la démarche budgétaire. Il ne faut pas oublier que la prévision dépendra également de l'objectif formulé dans le cadre du plan stratégique et détaillé dans le cadre du plan opérationnel de l'entreprise. Le niveau des ventes déterminera le niveau de production et de ce fait, tous les autres budgets en subiront les conséquences. C'est-à-dire, quand j'arrête les budgets des ventes, l'articulation des autres budgets dépendra de lui. Automatiquement, si les prévisions ne tiennent pas, les autres budgets auront des difficultés à être exercés et pratiqués et nous allons y avoir par la suite des écarts plus significatifs. Un canevas qu'on va proposer, c'est juste à titre d'indication, on va voir plusieurs présentations selon les applications et les exercices dans lesquels on va présenter le chiffre d'affaires ou le budget des ventes. On présente le chiffre d'affaires, on tient en considération certains frais commerciaux et on fait la déduction. Dans ces frais commerciaux, on prend en considération les frais de marketing, coûts de personnel des ventes, coûts d'administration des ventes et ainsi de suite. Et après avoir déduit ce coût total, on arrive au chiffre d'affaires net qui est la différence entre le chiffre d'affaires total et les frais commerciaux. Donc un canevas détaillé sur les mois qui est à titre indicatif de la présentation du budget de vente. Deuxième paragraphe est lié au budget de production. L'établissement du budget de production nécessite l'élaboration d'un plan de production à court terme, puis de le valoriser et de le ventiler par unité de production et par période. Donc, le plan de production prévisionnel déterminera notre budget de production en tenant en considération évidemment le budget des ventes, les hypothèses que nous avons procédées au départ. On ajoute à cela les capacités de production et l'ensemble des démarches de la gestion de production qui sont mises en place pour déterminer et établir le budget de production. Un canevas illustratif également du budget de production qui illustre comment il se présente. On a par exemple détaillé sur les mois, comme vous constatez dans les budgets en fin de compte, ils sont détaillés par mois, par trimestre, mais pour être plus exact, c'est par des mois qu'on les ventile. On a les quantités à fabriquer, les frais directs qui sont détaillés en termes de coûts de matières premières, coûts de main-d'œuvre directe et les autres frais directs. Il y a également des frais indirects, à savoir la main-d'œuvre indirecte, les frais généraux de production et les autres frais de production. Le tout, il formule le coût total de production. Dans un troisième paragraphe, on arrive au budget des approvisionnements en matières premières. Le budget des achats des matières premières est établi à partir du budget de production. Constatez l'articulation et les liens qui existent entre les différents budgets. Construire un budget d'approvisionnement suppose de choisir un système de renouvellement des commandes, choix entre le système des commandes à des dates régulières et fixées à l'avance ou le système à commandes constantes. Donc tout cela entre au niveau de la gestion d'approvisionnement et d'achat des matières premières et de la gestion des stocks. On doit tenir en compte des dates de commande, des dates de livraison, des dates de consommation.
et d'opter pour une méthode de valorisation des sorties de stock. Et là, on peut se rappeler de la méthode de CMUP ou de première entrée, dernière sortie, première entrée, première sortie. Dans le 4e paragraphe, on va présenter le budget des stocks de produits finis. Ce budget des stocks de produits finis est déterminé en fonction du budget des ventes. Ce budget permet de savoir ou de fixer le stock final souhaité. De présenter le budget de production des produits finis est important en raison des anomalies existantes dans les stocks, des modifications de la politique de stockage et de la politique de production. Et à chaque produit fini, l'entreprise doit établir un budget en quantité et en valeur lui permettant de répartir sa production sur la période budgétaire. Un Canva qui illustre ce budget des stocks des produits finis, dans lequel on va préciser les ventes prévues, qui sont tirées à partir du budget des ventes. On sollicite le stock initial et la production, le stock final souhaité. Et en fin de compte, on va ajuster la production à programmer en fonction du stock final souhaité au niveau des produits finis pour éviter les deux grands risques, à savoir la rupture des stocks et le deuxième, un niveau de stockage élevé ou ce qu'on appelle le surstockage. Le budget des investissements est en 5e paragraphe. L'investissement est une décision qui relève d'un plan d'investissement qui découle de l'évaluation de la capacité de production du programme de production. Donc, la décision d'investissement n'est pas une décision qui est aléatoire et elle a des fondements. Le budget d'investissement consiste à traduire en termes financiers les équipements prévus, soit pour renouveler les anciennes immobilisations, soit pour accroître la capacité de production qui est déjà existante. C'est dans le cas de l'investissement, soit on est en train d'investir parce qu'on cherche à renouveler un matériel qui est déjà obsolète, soit on cherche à investir pour augmenter les capacités de production qui existent déjà au sein de l'entreprise dans l'objectif de croissance. Une fois la décision d'investir est prise, l'entreprise sélectionne les projets à retenir en faisant des calculs financiers qui s'inscrivent beaucoup plus dans le cadre de la gestion financière en vue de déterminer le projet ou les projets qui sont les plus rentables. Donc, certes, on a besoin d'investir, on achète une machine, mais est-ce que le projet d'investissement il est rentable, oui ou non? Cette décision est déterminante à la prise de décision de retenir ou de ne pas retenir l'investissement. On présente plusieurs alternatives en choisissant les choix d'investissement et également les choix de financement qui lui sont alloués. Et pour ce faire, il y a des paramètres qui sont calculés à ce niveau-là, qui sont soit le taux d'interne de rentabilité, qu'on appelle brièvement le TIR, ou la valeur actuelle nette. La consécration de l'ensemble de ce budget se manifeste à travers l'établissement du budget de trésorerie. Au niveau de ce budget de trésorerie, il centralise et récapitule toutes les dépenses et toutes les recettes qui découlent des différents budgets précédents. Le budget de trésorerie reprend les dépenses et les recettes en tenant compte des dates effectives de décaissement et des encaissements. Le budget de trésorerie permet de dégager d'une manière approximative les situations de trésorerie attendues à la fin de chaque mois de l'horizon budgétaire, ce qui va permettre à l'entreprise de savoir gérer sa trésorerie et de ne pas tomber dans les cas extrêmes, soit à un excédent de trésorerie qui est très élevé, ou bien à un déficit de trésorerie qui est très défavorable. Donc, ce budget de trésorerie et concrétise les budgets qui sont déjà établis et vient en résultat de ces budgets. Le Canva de budget de trésorerie est représenté de la façon suivante. En premier point, il y a les recettes, détaillées en termes d'encaissement des créances des bilans, les ventes prévues, les prêts à encaisser et les autres recettes qui sont prévues, ce qui forme le premier total 1. Donc, dans le deuxième
deuxième partie du budget de trésorerie, il y a les dépenses qui sont manifestées par les règlements de dettes de fournisseurs, les achats matières premières, les investissements prévus, les frais généraux, les remboursements d'emprunts, les intérêts qui sont liés, qui sont synthétisés au niveau des autres dépenses qui forment le deuxième total. La différence ou l'écart, c'est les recettes moins les dépenses, ou bien les encaissements moins les décaissements, et par la suite, on va calculer et déduire les soldes de trésorerie de début de mois et de fin de mois de chaque élément. Comme je viens de le présenter, le canevas du budget de trésorerie, c'est à titre indicatif. La présentation dépend de la situation de l'entreprise. Pour les exercices, chaque exercice avec ses besoins, on fait la présentation qui lui est adéquate. Mais à titre indicatif, l'illustration du budget de trésorerie se présente ainsi. Partant des soldes de trésorerie prévus, la direction sera en connaissance des mois qui s'achèvent avec un excédent de trésorerie et les mois de déficit qu'on vient de signaler. Il faut gérer les situations d'excédent ou de déficit. La négociation des modes de financement des insuffisances de trésorerie pourrait alors se réaliser à distance à meilleures conditions parce qu'on sait les difficultés qui peuvent en résulter et pourrait être placée en connaissance en termes des formules qui sont les plus adaptées. La gestion de trésorerie s'effectuera d'une manière éclairée par conséquent. Et enfin, on y arrive aux états de synthèse. L'enchaînement budgétaire doit ramener à l'élaboration des états de synthèse prévisionnels, à savoir le compte des produits et des charges et le bilan de l'entreprise. Donc ainsi s'achève notre deuxième chapitre de gestion budgétaire.